Now I come to you. I want you to remember that I'm here with you, oh God. Mina buchanga, simarena buchanga, na mapendo wangu zako mbaragu. Tetelobae, asangae, atarao, madingwae, kielobae, bunyana bunyate, ayaye, ayaye, lobae, c'est ça lobae, bunyana bunyate, nateno bindea, apapao, zambe, asanga, tatape, nyambewem, Rabio olodumare chimo iranga zambe 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 datio minayu minayu. Venez, venez, chers frères, nous avons un thème très important à déblayer aujourd'hui. Jehovah Rafa, rafiki wangu, jikomando, yeah, 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 oh, yeah, yeah, tetelobae, asangae, awapao, Madiwae, Kielobae, Bunyana Bunyate, ayayae, ayayae, lobae, c'est ça lobae, Bunyana Bunyate, Nateno Bindea, Apapao, Zambé, ils ont annoncé que le coronavirus va nous tuer, mais grâce à Dieu nous sommes debout. Ils ont annoncé que nous allons périr, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Ils ont annoncé que l'Afrique sera décimée, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Hey! Ils ont annoncé que nous sommes fichus, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Ils ont annoncé que nous allons trimer, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Ils ont prédit une hécatombe en Afrique, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Hey! Ils ont annoncé que nous sommes fichus, nous sommes dans le démon, mais nous sommes debout grâce à Dieu. Ils ont annoncé que nous allons périr, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Ils ont annoncé des morts dans toutes les rues, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Ils ont annoncé, ils ont fait un tapage médiatique, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Tetelobae, Njambe asangae, komamana, asangae, komamana, asangae, komamana. Je danse pour la victoire, je danse pour la victoire, je danse pour la victoire, komamana. Nous restons prudents, mais ils avaient annoncé que nous allons périr, mais nous sommes debout. Hey! Ils ont dit l'Afrique de la pauvreté, l'Afrique de misère, l'Afrique des challenges, l'Afrique de la malnutrition. Ils ont annoncé, ils ont prédit, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Ils ont trop parlé, ils ont vite parlé, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Est-ce que ça veut dire que nous devons être négligents? Non, 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 non. Est-ce que ça veut dire que nous devons tout zapper? Non, non, non. Ils ont annoncé, ils ont prédit, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Nous allons parler aujourd'hui de la géopolitique de la santé.
Tinekema, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Je veux parler, mais je ressens le besoin de chanter. Accordez-le-moi, mes frères. À ce moment de l'usage facile de la parole, nous ne parlons que lorsque la parole est supérieure au silence. Ils ont annoncé, ils ont prédit que nous allons souffrir. Sauf que grâce à Dieu, nous sommes debout. Ils ont annoncé, ils ont proclamé, ils ont établi l'échec de l'Afrique. Mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Malgré les morts, nous sommes debout. Ils ont annoncé, ils ont prédit. Mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Hey! Coronavirus, tu fais beaucoup de mal. Mais comme le palu, nous te vaincrons. Ils ont annoncé, ils ont prédit, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Tetelobae, Asanae, Atarao, Komamana, Mapenzi wangu, Komamana, Rafiki wangu, Komamana. Rafiki wangu komamana, mapenzi wangu komamana. Hey, ils ont annoncé, ils ont prédit, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Ah, chers frères et sœurs, je viens ce matin avec un cœur inondé de joie. Pas parce que la bataille est terminée, pas parce que le combat est terminé, mais parce qu'il y a des signes qui annoncent la victoire certaine. Ouh. Ok, on va se calmer. On va se calmer, on va revenir à la science. On va laisser les émotions. On va laisser la dimension mystique de côté. Ouh. Ouh, I feel it. On va laisser la dimension mystique de côté. Ouh. Hey, 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 hey. Alors, chers frères et sœurs, c'est très sérieux. Vous voyez, quand cette pandémie qui nous a pris en otage littéralement a commencé, ils nous ont dit que l'Afrique vivra une hécatombe véritable. Sauf qu'ils n'ont pas prévu. Ils n'ont pas compté avec celui qui protège l'Afrique depuis des lustres. Ils n'ont pas compté avec celui qui a mis sa main sur l'Afrique depuis des lustres. Ils n'ont pas compté avec celui qui nous permet, vous et moi, aujourd'hui d'être là. Vous voyez? Et c'est ça en fait, la dimension inculte de ceux qui ont annoncé des choses qui tardent à venir. Aujourd'hui, je voudrais d'abord encore bénir l'Éternel, celui qui nous permet d'être là, vous et moi. Je voudrais lui rendre gloire, hommage. J'ai l'habitude de dire, quel que soit le nom qu'on donne à Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu. Olodumare, Yepo Nzambi, Nyambe Njambe, Nzambe Asanga, Loba, Tsepo, Si, Virakosha. Nous sommes de ceux qui pensons qu'il y a une force au-dessus de la force. Il y a un Dieu au-dessus de la norme humaine. Alors, rentrons très rapidement dans le vif du sujet. Ils ont dit que l'on devait s'attendre au pire. J'ai préparé pour vous un petit exposé que je vais vous présenter de façon succincte et brève. Et ensuite, donc je vais planter le décor et par la suite, nous aurons la possibilité de revenir sur vos questions. Ils ont dit qu'on devait se préparer au pire. L'état actuel de la situation en Afrique, il faudrait que je vous le présente. Nous avons en ce moment 44 000 cas de coronavirus, 1788 morts sur toute l'étendue de l'Afrique. Nous représentons donc, l'Afrique représente 17% de la population mondiale et ne représente que 1,2% des cas d'infection au coronavirus, autrement dit au Covid-19. Le premier cas en Afrique remonte à février
2020, notamment le 14 février 2020, c'est en Égypte qu'on a eu le premier cas. Il y a quelques jours, on avait 53 pays sur les 54 de l'Afrique qui étaient atteints. Aujourd'hui, les 54 pays de l'Afrique sont officiellement atteints. Le dernier pays en date, c'est notamment le Lesotho. Très bien. Mais sauf que, bizarrement, paradoxalement, le taux de pénétration de la pathologie en Afrique n'est pas comparable à celui qui est en Europe et ailleurs. Pourquoi se pose-t-on? Sommes-nous en droit de nous poser la question? Oui, évidemment. Certains disent que c'est parce que l'Afrique est habituée à des calamités de ce type. Et peut-être aujourd'hui, les Africains sont d'une certaine façon immunisés contre certaines pathologies et le coronavirus ne sévit donc pas très fortement. Certains scientifiques dans la communauté scientifique, il est aussi important de dire que l'unanimité n'est pas faite. Pendant que certains disent que non, le virus se développe rapidement sous la chaleur, d'autres pensent plutôt que le virus se développe rapidement dans les milieux humides. Donc il n'y a pas une unanimité, il n'y a pas un consensus. Peu importe. Nous avons l'Égypte, l'Algérie et l'Afrique du Sud qui représentent à eux seuls 40% des cas de coronavirus sur toute l'étendue de l'Afrique. Il y a des mesures que les gouvernements ont essayées ici et là, vous le savez certainement, que ce soit les méthodes de confinement, que ce soit les méthodes de déconfinement, que ce soit les méthodes drastiques, elles ont marché dans certains pays, elles n'ont pas marché dans d'autres. Aujourd'hui, le fait est que on constate tous qu'il y a une très faible pénétration, une très faible propension de la maladie en Afrique. Évidemment, vous me direz, les diagnostics faits jusqu'ici ne sont peut-être pas assez représentatifs. Je vous le concède. Parce qu'il faut quand même dire qu'on a 9 tests sur 10 000 habitants au niveau de l'Afrique. Pendant que en Italie, par exemple, qui est l'un des pays de l'Europe qui a véritablement été touché, on a 200 tests sur 10 000 habitants. Donc, 9 tests sur 10 000 habitants, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment testé. Et c'est peut-être ce qui expliquerait le fait que beaucoup de personnes ne soient pas considérées comme atteintes de la maladie. Est-ce que c'est lié au vaccin que nous avons reçu à l'époque par rapport au BCG? Est-ce que c'est parce que le virus a muté? Est-ce que c'est parce que, uniquement parce que Dieu a mis sa main sur nous, nous aime-t-il donc plus que les autres? C'est autant de questions que nous sommes en train de nous poser. Mais je vous présente ça rapidement pour vous expliquer quelque chose par la suite. Il y a en ce moment pratiquement 20 pays où il y a des cas sporadiques sur le continent. Nous avons 22 pays qui ont ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire qui ont des groupes de cas liés. Et il y a 10 pays où il y a des transmissions communautaires en ce moment. Alors, la véritable question, le véritable danger, ce serait la transmission communautaire. C'est-à-dire, ce serait passer de la dimension où on a une transmission interpersonne à une transmission communautaire, parce que il faut quand même dire qu'en Afrique, on a pratiquement 4 sur 5 cas qui sont asymptomatiques. Et donc, s'il faut se baser sur l'indice officiel de l'OMS, nous y reviendrons d'ailleurs, parce que l'OMS sera notre plan de résistance, nous sommes en droit de nous attendre à 83 000 à 190 000 morts pendant la première année du coronavirus. Soit 4% du taux de létalité, pendant que certains prédisent même qu'il pourrait aller jusqu'à 10%. Donc si on assiste à une transmission communautaire accrue, évidemment nous aurons des problèmes. Bien. Il y a une autre problématique, c'est celle de la comorbidité en Afrique, avec les cas de tuberculose, de VIH, de paludisme et toutes les autres pathologies que vous connaissez. L'expérience a montré que ceux qui décèdent le plus du coronavirus ou du Covid-19 dans les autres parties du monde, ce sont ceux qui sont de l'âge général. On a une valeur, un âge médian qui va, je crois que c'est 51 ans, c'est l'âge médian. L'âge médian est de 51 ans. Et c'est les personnes de plus de 60 ans qui décèdent en général. Et l'Afrique est bien lotie dans ce cas-là, parce qu'en Afrique, on a un âge médian qui est à 19,4, c'est-à-dire que la jeunesse est tellement forte que, évidemment, on ne représentera pas les chiffres. Il n'y aura pas en Afrique les chiffres qu'on a ailleurs. Bien. Ça, c'est un décor présenté.
Pour vous dire que, aujourd'hui, même si nous sommes en droit de continuer à faire attention en respectant les mesures barrières ci et là, les méthodes, je ne dirais pas de confinement parce que la preuve a été donnée, les preuves ont été données à profusion que le confinement n'est pas la solution idéale pour tous les peuples, mais tout au moins la distanciation sociale et le respect d'un certain nombre de règles, nous pensons que même quand le pic ou les pics annoncés seront atteints, l'Afrique s'en sortira plutôt bien. Donc, comme pour vous dire que nous sommes dans un monde où ce qui est annoncé par nos potentiels adversaires, je ne dirais pas nos ennemis, mais ce qui est annoncé par les autres ne doivent pas en réalité définir la nature de notre vie. Et je vais quitter de la dimension du coronavirus pour rentrer dans la dimension spirituelle et vous dire que ceci peut s'appliquer à vos vies individuelles. Tout ce qui est pensé et considéré par les autres comme vrai n'est pas forcément vrai pour vous. Le préjugé voulu de la majorité ne doit pas être votre partage. Autrement dit, ce n'est pas parce que des gens convergent vers une tendance, parce que des gens pensent qu'il y a une chose qui doit être admise comme vraie et comme établie pour tous, que c'est forcément valable pour vous. Vous êtes une singularité, vous êtes une unicité, vous êtes un projet divin, vous êtes particulier, vous êtes unique. Et en ce sens, vous ne devez l'essence de votre vie qu'à celui qui vous a manifesté. Je ne sais pas, am I coming true? Am I coming true? It's important. Donc, au-delà de l'aspect COVID-19, au-delà de cette pandémie qui nous rend littéralement prisonniers, parce qu'on ne parle que de ça, il est important que l'on comprenne la dimension singulière de la vie de chacun. Nous ne pouvons pas être embrigadés par une pandémie qui elle-même partira forcément, même si l'OMS, et je reviendrai sur l'OMS, annonce que nous devrons nous habituer à cette pandémie-là comme à d'autres pandémies qui sont devenues endémiques chez nous, tel le paludisme. Oui, on peut s'y habituer, mais de toute façon, nous avons vaincu ces autres pathologies. Nous vaincrons également le coronavirus et le COVID-19. Donc, même si nous devons rester concentrés et attentifs, gardons l'espoir, l'espoir des persévérants. Quand ça bat le désespoir, s'élève l'espoir. Alors là, s'élève l'espoir des persévérants. Donc, gardons ça en toile de fond. Maintenant, je voudrais saluer comme ça, sans populisme, le président malgache Andry Rajoelina, qui lui a quand même eu le courage de dire que les propositions, les solutions africaines jusqu'ici ne sont peut-être pas cotées et admises ou acceptées par les autres pour la simple raison qu'elles viennent de l'Afrique. L'Afrique étant entendue comme le mal-aimé du monde. Soit, mais autant je voudrais apprécier son courage et le courage de tous les présidents, des leaders africains qui aujourd'hui essaient de converger vers cette tendance-là, notamment le courage du Burundi qui a pu carrément donner une sommation aux représentants de l'OMS en leur demandant de quitter le pays, en leur sommant de quitter le pays. Autant je voudrais apprécier ces faits qui font quand même preuve d'un certain courage, montrent d'un certain courage, autant je voudrais dire, nous devons rester attentifs. Pourquoi nous devons rester attentifs? Parce que oui, même si je pense comme vous qu'il faut quitter l'Organisation mondiale de la santé, qu'il faut créer une structure qui va gérer et réguler la santé au niveau de l'Afrique, je pense que nous ne sommes pas obligés de dévoiler à Mondovision nos stratégies. Il faut une bonne dose de stratégie. Il faut de la stratégie. Vous voyez, les Africains, nous sommes les seuls à toujours dire à Mondovision ce que nous avons l'intention de faire. Nous ne sommes même pas obligés de dévoiler nos tactiques. Hein? C'est comme un match de football. L'équipe adverse n'est pas obligée de connaître notre classement. Qui va jouer en pointe, qui sera libéraux. Nous faisons notre tactique. Nous la cachons. Et surtout, nous la démontrons, nous la livrons qu'au moment où nous sommes sûrs que nous n'allons pas faire un rétropédalage. Pourquoi je le dis? Parce que autant il est nécessaire d'avoir une organisation indépendante africaine qui prendra en compte nos doléances, nos désirata, nos préoccupations, autant il ne faudrait pas que l'Organisation africaine de la santé soit un copier-coller de, comment ça s'appelle, de l'Union africaine. L'Union africaine, dont les financements viennent en grande partie de l'Union européenne.
Vous voyez? Et dans cette logique de mimétisme et de suivisme moutonnier, on se retrouve en train d'avoir des institutions africaines censées faire valoir notre souveraineté, mais qui en réalité ne servent pas à grand chose. Maintenant, je vais vous préciser pourquoi il est important de sortir, ou tout au moins d'avoir des appréhensions par rapport à l'OMS. Vous savez, aujourd'hui, on parle dans toutes les bouches de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais je pense qu'il nous revient, parlant extraliti, de vous donner les clés nécessaires de la compréhension de la géopolitique de la santé. Pourquoi en fait l'OMS aujourd'hui est un sujet à débat? Pour la simple raison que, vous savez, il y a des faits, il y a des questions et des questionnements présents qui ne trouvent leur réponse que dans l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire apporte la réponse à certains faits présents, factuels, auxquels on n'a souvent pas de réponse. Et à ce titre, il faut comprendre comment la jeunesse de l'OMS est faite. L'OMS naît à la suite de la Deuxième Guerre mondiale du fait de la nécessité pour les nations. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des États onusiens qui se créent. Il y a l'ONU, il y a l'UNICEF, il y a tout ça qui se crée. Et au niveau de la santé, il y a des organisations qui existaient déjà, mais il n'y avait pas une organisation qui régulait la santé sur le plan mondial. Alors, il y a 3 organisations majeures, à savoir l'OIHP, l'Office international d'hygiène publique, qui elle a été créée en 1907 au niveau de Rome, qui s'est associée au Bureau sanitaire panaméricain, BSP, créé lui en 1902, et les deux se sont associés à une 3e entité, le Comité d'hygiène de la Société des Nations, créé en 1923. Alors, c'est ces 3 entités, l'OIHP, le Bureau sanitaire panafricain, le Comité d'hygiène de la Société des Nations, qui s'associent, qui fusionnent pour donner naissance à l'OMS. Vous voyez très bien que, à ce moment-là, on ne parle pas de l'Afrique. Dites-moi où est-ce que l'Afrique est représentée là? Office international d'hygiène publique basé à Rome. Bureau sanitaire panaméricain. Ça, c'est dans les Amériques. Comité d'hygiène de la Société des Nations. L'Afrique n'est nullement représentée. Eh bien, puisque l'Afrique n'est pas représentée, on va s'asseoir un peu. Puisque l'Afrique n'est pas représentée, il va de soi que l'Afrique n'a pas d'intérêt, ou du moins n'a personne pour défendre ses intérêts. Vous voyez un peu. Nous pouvons vouloir, nous pouvons brailler, nous pouvons dire, oui, Africains, l'OMS ne s'occupe pas de nous. Mais déjà, à la création de l'OMS, en 1948, parce qu'il faut dire quand même que c'est le 22 juin 1946 que la charte de l'OMS est conçue, et c'est finalement le 7 avril 1948, donc 2 ans après, que cette charte est ratifiée. Mais lorsque la charte de l'OMS est ratifiée, les Africains, il n'y a personne pour défendre leur cause, pour plaider leur cause. Donc, pour les Africains, l'OMS est déjà un mort-né, à la vérité. C'est un mort-né. Vous voyez? C'est très important. Maintenant, quelle est la mission que l'OMS se donne? L'OMS se donne pour mission première d'amener tous les peuples à un niveau de santé le plus élevé possible. Voilà la mission que l'OMS, la mission qui est assignée à l'OMS à sa création. Sauf que l'histoire est toujours racontée par les vainqueurs. Autrement dit, c'est ceux qui sont en position de force, en position de leadership, qui ont la capacité et la possibilité d'influer sur un certain nombre de décisions. Et l'OMS n'en déroge pas malheureusement. Tout au moins, la vision et le slogan de vision de l'OMS, à ce moment-là, en 1948, semble être intéressant parce qu'on se dit, ok, puisque chaque homme a le droit à la santé, et puisque l'OMS devient un organe suprême de régulation mondiale, eh bien, ils ne laisseront pas certains pays en dehors de tout ça. Mais sauf qu'il faut prendre en compte une dimension. C'est que nous sommes encore à la période nous ne sommes pas encore au niveau des États-nations. Nous sortons à peine de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous entrons de plein pied dans la guerre froide, où il y a une polarisation du monde entre les deux blocs.
Oh, vous n'êtes même pas prêt pour ce que je vous raconte là. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour ce que je vous raconte. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut créer l'Organisation africaine de la santé. Il faut sortir de l'OMS, il faut ci, il faut ça. Mais tout ça ne va pas se faire dans l'émotion. Il faut une réflexion scientifique, une réflexion profonde. Et ce que je vous donne là, c'est des... Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Mon Afrique n'est pas encore prête. Mon Afrique n'est pas encore prête. Il y a une mystique dans la géopolitique de la santé. Il y a une mystique. Il y a une dimension physique et une dimension mystique dans les organisations onusiennes. Et là, je ne vous parle pas seulement en tant que médecin ou en tant qu'homme de science, mais je vous parle avec une dimension spirituelle. Mais vous n'êtes pas prêt à écouter ça. Mon peuple n'est pas prêt. Et c'est pourquoi je crains que la traversée de la nuit soit en colombe. Donc déjà, l'OMS en étant créée ne tient pas compte de nous. Nous ne sommes pas représentés. Il n'y a personne pour défendre nos intérêts. Bon, mais Dieu merci. Le premier président de l'OMS, c'est le psychiatre canadien, Bronchowski, qui est quand même un humaniste, qui est quand même un homme porté vers un homme progressiste. C'est un humaniste, c'est quelqu'un qui a des aspirations et qui place l'homme au centre des préoccupations de santé. Donc, de ce point de vue, les Africains bénéficient, si vous voulez, d'un concours de circonstances favorables, je vais le dire comme ça. Et sauf que, là on est en 1948, on a un directeur général de l'OMS qui est favorable à l'humanisation de l'OMS. Mais l'OMS a à côté de l'aspect dignité, un désir quand même de combattre les pandémies. Parce qu'il faut comprendre que les grandes missions de l'OMS à sa création, c'est combattre les pandémies dans le monde. C'est permettre, comment j'appellerais ça, l'établissement d'une banque de médicaments accessible à tous, à moindre coût. C'est-à-dire que l'OMS se dit, on va coordonner la santé dans le monde, mais aussi on va créer un listing avec une banque de données, de médicaments accessibles à moindre coût. Voilà la mission que l'OMS se donne. Mais même déjà à cette création-là, malgré le fait que le président de l'OMS soit canadien et soit porté vers l'humain, il y a déjà un positionnement géopolitique. À savoir, le monde à cette époque est bipolarisé. On a le bloc atlantique, représenté par les États-Unis, face au bloc soviétique, l'URSS de Staline et autres. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, devient, si vous voulez, un terrain de déploiement géopolitique. C'est ce qu'on appelle autrement dit la soft power. Et il ne s'en cache point. C'est-à-dire que, pendant que les États-Unis décident de faire, par exemple, du paludisme leur cheval de Troie, l'URSS jette son dévolu sur la variole. Parce qu'il faut quand même dire qu'à cette époque, la variole, notamment autour des années 1977, la variole tue quand même 2 millions de personnes. Le paludisme également tue, décime, mais les États-Unis choisissent de mettre leur accent sur le paludisme. Pourquoi? Avec le but de l'éradiquer complètement. Sauf que beaucoup d'années plus tard, le paludisme est toujours existant. Bon, pourquoi les États-Unis choisissent le paludisme comme cheval de bataille? Pour une raison simple. Ils sont ceux qui produisaient le DDT, ces pesticides, ces insecticides qu'on utilisait pour pulvériser et tuer les agents pathogènes, pas le Plasmodium falciparum, mais comment ça s'appelle, les moustiques. Et donc, il y avait un intérêt économique. Les États-Unis ne choisissent pas le paludisme, la malaria pour nos beaux yeux. C'est parce qu'il y a un intérêt économique. Et l'URSS, parce qu'il faut choisir autre chose, choisit la variole. Sauf que dans les bilans, l'URSS se retrouve favorable. Ils ont, en 1978-79, on annonce l'éradication complète de la variole. La victoire sur la variole. Il y a eu 2 millions de vaccins et tout et tout. Bref, la variole a été éradiquée pendant que le paludisme
on est obligé de changer plutôt la donne. On dit non, l'éradication complète du paludisme n'est plus possible. Il faut maintenant plutôt combattre le paludisme. C'est d'ailleurs pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le problème n'a jamais été résolu de façon définitive. Vous voyez donc que nous sommes là en pleine guerre froide. Mais il y a une polarisation, une politisation de la santé. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous ai ramené en 1948 à la création. En 1955, je vous rappelle que chaque dirigeant de l'OMS, en fonction de sa proximité avec l'un des pôles, a une politique qui était pratiquement assimilable. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que lorsqu'on a eu, notamment ça c'est dans les années 90, avec les mesures d'ajustement structurel, le FMI, toutes ces mesures cohérentives, à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que l'OMS a pris notre direction. C'est-à-dire que l'OMS est devenue de moins en moins humaniste. Elle est devenue plus portée vers le gain, notamment à la conférence de Davos. Pendant qu'on était en train de faire les bilans sur l'évolution des pandémies, des endémies, des maladies dans le monde, des épidémies dans le monde, certains étaient plutôt concernés par le PIB, c'est-à-dire par l'aspect économique, y compris la dirigeante de l'OMS en ce temps-là, la suédoise. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas dans un monde de Mamadou et Bineta ou bien d'Alice au pays des merveilles. Nous sommes dans un monde où les États ne comprennent que les rapports de force. Et parce que les États ne comprennent que les rapports de force, il faut se poser les bonnes questions. C'est beau de brailler et de dire oui, nous devons être indépendants, nous devons avoir notre organisation africaine de la santé. Mais je voudrais nous interpeller afin que nous le fassions avec toute une bonne dose de consistance et que nous ne soyons pas uniquement dans un populisme vide parce que tel président a dit ça, ouais, c'est super, il est panafricain et tout. Non, c'est pas ça. Il faut plus que ça. Au-delà du populisme, il faut une trame de fond. Il faut une trame de fond. Il faut une consistance. Je vais davantage étayer la polarisation du monde, notamment entre 55 jusqu'à 90 et puis de 90 à 2000, pour vous présenter comment il y a des batailles idéologiques qui existaient déjà, des batailles de leadership qui existaient déjà entre les deux blocs. Et la bataille qui se fait entre le bloc atlantique et le bloc occidental ne tient pas compte des Africains. Elle ne tient pas compte des Africains. Donc vous voyez que les réalités de l'OMS sont des réalités qui existent depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Maintenant, est-ce qu'en tant qu'Africain, parce qu'on n'est ni d'un pôle ou de l'autre, on va se dire, oui, nous devons avoir notre organisation africaine de la santé. Mais comment on s'y prend? Est-ce qu'il est suffisant qu'un président dise, oui, nous créons notre organisation africaine de la santé, oui, on n'accepte pas nos médicaments parce que nous sommes africains. Nous applaudissons. Est-ce que c'est suffisant pour que ça change les choses? Non. Soyons pas naïfs. Soyons pas naïfs, frère. Les États ne connaissent que les rapports de force. Ne soyons pas naïfs. Alors, s'il faut comprendre la dimension géopolitique dans laquelle nous œuvrons, il faudrait que nous soyons aussi à même de nous poser les bonnes questions. Je vous dis, les États-Unis ont fait du paludisme leur cheval de bataille. Plusieurs années après, le paludisme est toujours une réalité en Afrique. Ils ont vendu les DDT, les insecticides. Ils ont fait les médicaments, comment on appelle ça, ça s'appelle comment là, les moustiquaires imprégnés. Ils ont fait un business, c'était un business très lucratif. Nous sommes toujours en train de batailler avec le paludisme. Le vaccin n'a pas encore été trouvé depuis 1000 ans. J'exagère un peu, mais c'est une façon de vous dire qu'à la vérité, s'ils le voulaient, ils allaient le trouver. Ils trouveront le vaccin du coronavirus. Le vaccin du coronavirus sortira très bientôt. Encore que je vous annonce que hier, les laboratoires Sanofi ont annoncé que les premières personnes à bénéficier du vaccin, lorsqu'il sera disponible, seront les États-Unis. Et bien pourquoi? Parce que les États-Unis financent à grande partie ces laboratoires-là. Et Sanofi l'a clairement annoncé. Bonjour à Israel Stone.
Bonjour à Israël Stone, bonjour, bonjour à Mérimée, bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour à Vanessa. Je dis, vous n'êtes pas prêts pour cette chose. J'ai dans ma JBC tellement de choses pour vous que je peux vous livrer. Mais c'est des choses qu'on ne donne pas comme ça. On donne ça à ceux qui sont prêts. Il y a une dimension mystique là-dedans. On ne donne pas ça comme ça. On ne donne pas la nourriture des enfants à ceux qui ne sont pas enfants. Pour être poli. Vous comprenez un peu? Donc il y a une dimension politique dans les rapports internes de l'OMS. Les deux blocs utilisent toutes les structures onusiennes, l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, toutes ces organisations-là pour exprimer leur soft power. Donc je vous ai montré comment, pendant que les États-Unis choisissent le paludisme, les Russes choisissent la variole. Malheureusement, les Russes, ou bien heureusement pour eux, les Russes ont un certain succès que les Américains n'ont pas. Les Américains disent, ok, maintenant on ne va plus éradiquer le paludisme, mais on va plutôt le combattre. Et à la tête de l'Organisation mondiale de la santé arrive un certain Danois, Asdan Mala, qui est quelqu'un qui est un fils de pasteur, qui a des valeurs spirituelles avérées, et c'est celui-là qui redonne une autre énergie à l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'il dit non, maintenant, nous avons été pris en maille par les contraintes d'influence. Nous voulons désormais, oh là, excusez-moi, je replace bien. Il dit, nous avons été piégés par les contraintes financières, parce que l'OMS est financée en grande partie, c'est ce qu'il dit, hein, l'OMS est financée en grande partie par les États-Unis à hauteur de 400 millions, pratiquement de dollars, pendant que la Chine finance à hauteur de 40 millions, pratiquement. L'Afrique, ne me demandez pas combien, mais vous voyez que c'est presque insignifiant, la contribution de l'Afrique. Et donc, il y a des luttes d'influence. L'histoire de l'OMS est éminemment politique. Il y a des luttes d'influence, il y a des batailles stratégiques, des batailles géopolitiques, dont la santé même, qui est un état de bien-être physique, mental et social, et non seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais un état de bien-être. La question que je vous pose, est-ce que l'OMS, par rapport à sa mission première, a-t-elle accompli sa mission jusqu'à ce jour? Est-ce que l'absence de maladie physique, mentale et sociale est perceptible dans tous les pays du monde? Je dirais non. Est-ce que l'OMS a fait un effort véritable par rapport à certaines pandémies? Je dirais oui, mais les résultats sont biaisés. Parce que ça a toujours profité à des bailleurs de fonds. Quelquefois, ça a profité à l'humanité, comme dans le cas de la variole. Bonjour Eloane depuis l'Italie. Bonjour Israël Stone depuis l'Allemagne. Bonjour à Mérimée depuis l'Allemagne. Bonjour à tous ceux qui sont connectés, à tous mes frères d'ici et d'ailleurs. Donc vous voyez qu'il y a une véritable bataille. Un instant, je réponds à un patient. Un instant, une seconde. Une seconde. Ne quittez pas. Une seconde. Ich hole Sie gleich rein. Geben Sie mir noch 15 Minuten. Okay. Ja? Sie können 15 Minuten wiederkommen. Alles klar. Ok. Donc, vous voyez que nous sommes en plein dans une bataille. Une bataille où le but initial, qui est la santé, est quelquefois négligé. Les gens sont dans les batailles idéologiques. Oui, ils ont dit la santé, le but de l'OMS et la définition que l'OMS donne à la santé à ce moment-là, c'est permettre à tous les peuples. Non, la santé d'abord, ils définissent la santé comme étant un état de bien-être mental, physique et social. Physique, mental et social. Et non seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Combien
d'Africains souffrent dans le monde et dont sont malades du point de vue social? Incontable. Combien de laissés pour compte, combien même d'Européens souffrent en Europe? Je parle là des Européens qui font partie des minorités, la majorité qui a des challenges au niveau du prolétariat et autres. Je ne parle pas des minorités oligarchiques. Vous voyez donc que l'OMS, dans sa mission première, a échoué. Dans la lutte contre les grandes pandémies, ils ont eu des revers. Récemment, le cas de la gestion du cas d'Ebola. Ebola a été une catastrophe. Parce qu'il y a d'abord eu un retard à l'allumage. Ils n'ont pas signalé à temps que Ebola était considérable, était une pandémie ou une épidémie d'envergure. Ils ont eu du mal à s'en rendre compte. Finalement, il y a eu des réajustements. Mais avant ça, il y a la gestion de la crise H1N1, qui elle aussi n'a pas été parfaite. Donc vous voyez comme ça qu'il y a eu des manquements. Mais tout ça, c'est depuis 90. Depuis 1990, il y a eu vraiment un fléchissement de la politique santé de l'OMS. Parce qu'en fait, c'est la finance qui est passée au devant. On a inversé l'ordre des choses. La finance est devenue prioritaire. La dimension humaine n'était plus présente. Pourtant, quand Afdan Mala, le Danois, fils de pasteur, homme spirituel, porté vers les valeurs spirituelles, a été à la gestion des choses, il a dit la médecine de proximité, la médecine sociale, la médecine pour les pauvres. Et là, l'OMS, à ce moment-là, il faut le reconnaître humblement, a eu une certaine envergure. Tout comme lorsque le psychiatre, le premier dirigeant de l'OMS, Branchisson, le Canadien Branchisson, en 1948, lorsqu'il vient à la tête de l'OMS, il a donné une dynamique nouvelle. Donc, à la vérité, l'OMS a, si vous voulez, souvent suivi un peu la dynamique de leur leader. Mais lorsqu'aujourd'hui, on se retrouve avec quelqu'un comme notre très cher frère, Tedros Adhanom Ghebreyesus, éthiopien d'origine, mais qui a été ministre des Affaires étrangères et qui a été impliqué dans des fondations, directement ou indirectement, avec la fondation Bill et Melinda Gates, vous conviendrez avec moi qu'il est difficile de penser en toute lucidité que sa gestion ne sera pas mêlée des luttes d'influence. Il y aura forcément des malversations, tout simplement parce qu'on sait que ce n'est pas un homme neuf, ce n'est pas un homme neutre, c'est un homme qui appartient à un système. Je ne dis pas que forcément tout ce qu'il fait est mauvais, mais j'essaie de vous donner là les clés de compréhension de la géopolitique de la santé. C'est notre devoir. Nous avons beaucoup de choses à faire. Je vous ai d'ailleurs dit au début de cette vidéo, pour ceux qui n'étaient pas là, de ce partage, je vous ai dit qu'en ce moment de l'usage facile de la parole, nous ne parlons que lorsque c'est nécessaire. Nous ne parlons que lorsque c'est nécessaire. Nous ne parlons pas pour plaire, nous ne parlons pas pour paraître, nous ne parlons que lorsque c'est utile. Donc l'OMS a été, si vous voulez, en prise à des luttes d'influence depuis sa création. Je ne voudrais pas aujourd'hui parler du financement de l'OMS, mais juste comme ça là, une petite passe que je vous fais. Vous pouvez aller faire vos recherches personnelles. L'OMS est financée aujourd'hui, en première position, c'est les États-Unis avec plus de 400 millions de dollars. En deuxième position, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Et puis, en troisième position, tu as d'autres investisseurs privés. Et puis, il y a d'autres États. Donc, c'est des financements venant des États et des financements venant des personnes privées. Mais vous imaginez que celui qui donne l'argent demande des comptes. Celui qui finance est le boss. Et donc, il y a véritablement un problème d'influence. Il y a un problème de partialité, d'indépendance de l'OMS. Vous comprenez? Mais je vous ai dit initialement que c'est un mort-né parce que quand l'OMS est constituée sur la base des 3 organismes existants, le Bureau sanitaire panaméricain créé en 1902, l'Office international d'hygiène publique basé à Rome créé en 1907 et le Comité d'hygiène de la Société des Nations créé en 1923, l'Afrique n'est nullement représentée. On est à la sortie de la guerre, on n'est pas encore dans les États-nations, nous sommes encore à peine à la sortie des empires coloniaux. Donc le monde est encore dans la conception des empires coloniaux, la conception
de deux poids, deux mesures, dans la dynamique de domination des uns sur les autres. On n'est pas encore dans une logique d'État-nation. Voilà où le bas blesse. Donc aujourd'hui, les Africains sont venus comme se greffer, comme essayer de négocier aussi leur part dans l'ensemble. Et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile. Donc je vais revenir dans un prochain échange, peut-être aujourd'hui, si l'occasion nous est donnée, entre la période de l'OMS allant de 90 à 2020, pour que vous compreniez comment la dégradation a été faite. La dégradation, comment l'OMS a perdu, s'est décrédibilisée en faisant des choix stratégiques mauvais. Mais avant de fermer cette parenthèse, je voudrais vous dire une chose. La présidente de l'OMS jusqu'en 2017 était chinoise, Margaret Chan. La Chine a ce qu'on appelle la politique des petits pas, la voie de la soie. La Chine a essayé d'avoir des représentants dans toutes les organisations onusiennes pour étendre leur magistère, étendre leur influence, étendre leur domination et infléchir ainsi, impacter ainsi sur la politique mondiale générale. On n'est pas dans Mamadou et Bineta, je vous le répète toujours. Nous sommes dans la géopolitique. Les uns et les autres ont des dames bien pointues. Tu t'amuses, on t'avale. Ce n'est pas une histoire de cœur. C'est des intérêts étatiques qui sont mis en jeu. Il n'y a que nous, l'Afrique, qui malheureusement allons dans ce concert sans dose de consistance. Nous allons de façon naïve et nous nous faisons toujours avoir et piéger. Donc ce n'est pas des enfants de cœur, ce ne sont pas des enfants de cœur. La présidente chinoise, autrement dit, la présidente de l'OMS qui était dans la chinoise Margaret Chan de 2007 à 2017, pendant la période de son leadership, elle a permis à la Chine de grapper pas mal d'influence sur le plan sanitaire, sur le plan mondial. La Chine s'est positionnée. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la catastrophe du coronavirus et du Covid-19, vous voyez, on parle de la chute de l'empire américain, dont les États-Unis, au profit de la Chine, qui est remis en cause également par les Américains, où ils disent non, la Chine a peut-être un monopole économique, parce que les États-Unis sont même endettés auprès de la Chine, c'est ce que vous devez savoir. Les Chinois profitent donc. La Chine met la pression, les États-Unis mettent la pression en disant, les Chinois ne nous ont pas tout révélé sur la pandémie. Les Chinois disent, nous avons dit ce qu'il y avait à dire, nous n'en savons pas plus. On est là dans un jeu de ping-pong. Et les Africains, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes spectateurs. Nous n'avons rien à dire dans ce combat de titans. Nous ne sommes pas suffisamment armés. Nous sommes naïfs. Nous sommes naïfs. Mais notre naïveté est quelque part aussi salvatrice à certains moments. Je vous ai par exemple dit au début de l'échange, lorsque je chantais et tout, et que je ne pouvais contenir ma joie, je vous disais qu'on nous a annoncé le pire en Afrique. Mais nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Ce n'est pas encore terminé. C'est pourquoi il faut rester attentif et prudent. Mais nous avons vaincu parce que l'hécatombe annoncée, la destruction massive annoncée, la débandante annoncée en Afrique, l'échec prédit en Afrique, nous avons vaincu. C'est pourquoi je disais, et je vais finir par là avant de vous revenir tout à l'heure, parce que je dis, il y a des choses que vous n'êtes pas prêts à écouter. Vous n'êtes pas prêts. Ça, c'est de la... C'est non seulement, je ne vous parle pas seulement en tant que scientifique, je vous dis, il y a une dose de mystique. C'est l'homme spirituel qui vous parle des choses que vous ne pouvez pas forcément comprendre. Ce n'est pas une injure à votre intelligence, mais c'est une réalité. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que vous n'êtes pas prêts à ça. Vous n'êtes pas prêts à les recevoir. Vous n'êtes pas prêts. On ne va pas donner le macabo à quelqu'un qui a besoin de lait. Vous comprenez? Je disais tout à l'heure, ils ont annoncé que nous allons mourir, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Ils ont annoncé que nous allons périr, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Ils ont annoncé que mon Afrique va souffrir, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Ils ont annoncé que nous allons chavirer, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Ils ont annoncé, hey, l'hécatombe en Afrique, mais grâce à Dieu,
nous sommes debout. Ils ont annoncé le coronavirus. Corona est là, mais nous vivons. Tete lobae, asangae, atarao, komamana, kielobae, bunyana, bunyate, ayayae, ayayae, lobae, c'est ça lobae, bunyana, bunyate, bunyana, bunyate, nateno bindea, apapao, komamana, mapenzi wangu, rafiki wangu, tiranywe sungla omo, tiranywe sungla omo, tiranywe sungla omo, tetelo bae, asanga bame, asanga o, komamana, komamana, I feel like dancing, atata o, komamana. Vous voyez, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre parce que, et c'est ce que je dis toujours à mes patients, il y a la dimension visible dans la vie, la dimension physique des choses, et il y a la dimension spirituelle. Or, la dimension spirituelle est plus vraie que la dimension physique. C'est-à-dire que ce que vous ne voyez pas, là, voilà le tableau où je vous ai présenté l'exposé tout à l'heure, j'ai pris un temps de préparation pour ça. Vous voyez? J'ai tellement de choses que j'aurais pu faire. J'aurais pu boire mon café quelque part. J'aurais pu être en train de, je sais pas, me causer ou causer avec mes patients. Parce qu'on a quand même un peu de temps. Mais je prends du temps pour vous. Il faudrait que vous appreniez à le valoriser. Il faudrait que vous partagez. Je ne vous dirai pas partager, partager. Partagez si vous en avez envie. Ne partagez pas si vous considérez que c'est de la merde. Mais je suis convaincu du dépôt qu'il y a et je suis convaincu de ce que je vous donne. C'est non seulement des informations de qualité, mais c'est en même temps une formation. Et par ailleurs, il y a une dose mystique. Vous comprenez un peu? Donc quand je dis, ils ont annoncé que nous allons périr, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Mapenzi wangu, rafiki wangu, Dikom nyam nyandolo, nous sommes debout. Tete lobae, asangae, atarao, komamana. Vous avez trois en un. Vous avez le médecin, vous avez le chanteur, vous avez le guide spirituel. Tout ça pour vous. Sachez apprécier les gens. Sachez apprécier ce qui vous est donné pendant que nous sommes en vie. De toute façon, nous avons un long travail à faire. Nous avons un long parcours. Nous avons une grande bataille. Je vais revenir tout à l'heure pour vous parler de comment est-ce qu'on peut mettre en place l'Organisation africaine de la santé. C'est bien que les présidents se mobilisent. C'est bien qu'ils échangent. C'est bien qu'ils parlent entre eux. Mais ce serait mieux que nous ayons des stratégies concrètes. Que nous fassions parler notre soft power et que nous soyons stratégiques. Que nous n'exposons pas tout ce que nous voulons faire. Il y a une partie qu'on doit cacher et qu'on ne doit exposer au monde que lorsque nous serons déjà sûrs que nous n'allons pas reculer. Donc, sur ce, si vous avez des questions, si vous avez des aspects que vous voulez comprendre dans la géopolitique actuelle, si vous avez des préoccupations médicales, entrepreneuriales et ou spirituelles, votre serviteur reste à votre disposition. Appelez-moi à la montagne sensible. Je suis votre doc. Je vous reviens très bientôt. Pour ceux qui n'ont pas pris au début, écoutez, abreuvez-vous. C'était une petite gymnastique intellectuelle, une activité intensive des neurones. Abreuvez-vous, bénéficiez de la maïeutique, de la consistance, du ureus, de l'ureus, de la dose d'onction, comme on dit chez nous. Profitez-en. Ne vous en privez pas. Profitez-en. Et n'ayez pas peur de clamer au fort que vous avez été manifesté à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc ce que vous portez, personne ne pourra vous le ravir. Ce que vous avez,
personne ne pourra vous le ravir. Ce que vous êtes, personne ne pourra vous le ravir. Aussi longtemps que vous n'entrez pas dans les réseaux magico-anal, sectaires et autres, aussi longtemps que le Dieu de notre appel, Olodumare, Olorukola, Tiranyue, Yepo Anzambi, Zakombaragwe, Tsepo aussi, Asanganjambe, Nyambe, aussi longtemps que Christ, le roi de nos vies, reste la pierre angulaire, nous ne trébucherons pas. Je vous communique la vie, je vous transmets la vie, je vous transmets le courage, je vous transmets l'espoir. Ne parlez pas quand ce n'est pas nécessaire, mais levez-vous, parlez, soutenez vos convictions. Ce sont vos convictions et ce sont vos dons qui feront pour vous une voie dans cette vie. Malgré tous les malgrés, avec ou sans corona, nous sommes debout. Ils ont annoncé que nous allons périr, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Coronavirus, tu es petit. Coronavirus, tu es petit. Coronavirus, tu es petit. Coronavirus, tu es petit. Ils ont annoncé que nous allons mourir, mais grâce à Dieu, nous sommes debout. Coronavirus, tu n'as pas vaincu Passy. Coronavirus, tu n'as pas vaincu plusieurs. Coronavirus, tu n'as pas vaincu Saint-Merlin. Coronavirus, tu es petit. Et même ceux qui sont partis, c'était le moment. Coronavirus, tu es petit. Coronavirus, 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 tu es petit. God bless you all. I love you. See you later. Bye bye.